Bonjour, je serai le coordinateur pour aujourd'hui. Vous disposez de 20 minutes afin de présenter votre cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes mains le nombre de secondes restant. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Dans le domaine des transports, il faut savoir minimiser ses coûts et avoir un excellent service. Pour avoir les deux, il faut d'abord et avant tout une excellente logistique. Avant de vous présenter nos solutions, laissez-moi vous présenter mon équipe. À votre droite, Pierre-Alexandre Caron. Au milieu, Maxime Maltais et moi-même, Alexandre Delpier. Pour commencer, un plan de présentation. Donc, pour commencer, on va clarifier le mandat qui nous a été donné par l'aéroport Elliott Trudeau, suivi d'une analyse force, faiblesse, opportunité, menace de l'entreprise, suivi des parties prenantes de celle-ci. Par la suite, la problématique qui entoure tout ce qui a trait au transport, de l'aéroport. Par la suite, on a ciblé une zone et un voyageur cible pour notre solution. Il était pour nous impossible de répondre aux demandes de chaque type de zone et chaque type de voyageur. Par la suite, notre option choisie parmi les 4 pour finir avec un budget d'implantation et les perspectives d'avenir. Donc, pour commencer, le mandat résout le problème du transport des passagers entre le centre-ville de Montréal et l'aéroport Elliott Trudeau. Donc, un problème majeur au niveau de la congestion des stationnements, qu'on va voir plus tard dans la problématique, mais c'est le mandat qui nous a été demandé. Alors, on va commencer avec une légère analyse FFOM. Donc, je vais commencer par vous expliquer les forces et les faiblesses de l'entreprise. Bien sûr, vous les connaissez sûrement, mais on voulait les mettre de l'avant pour favoriser ensuite nos stratégies qui sont en lien avec nos forces, faiblesses, opportunités et menaces. Donc, pour ce qui est des forces, l'une des grandes forces de l'entreprise, c'est sûr, elle a des bonnes sources de financement, donc elle a des fonds autogénérés et est capable de suffire de ces fonds-là pour réinvestir pour l'aéroport, puis arriver à ses fins. Puis, il y a beaucoup de personnes qui peuvent financer, donc on parle des gouvernements qui ont des grandes forces de subvention. Et en plus d'être nos BNL, le profit, c'est pas une pression majoritaire pour l'entreprise. Dans le fond, elle, ce qu'elle veut, c'est juste rentabiliser ses profits rentabiliser ses coûts, donc suffire à obtenir suffisamment de revenus pour combler les coûts. Et ce qui est des faiblesses, donc il y a la structure administrative, bien qu'il y ait beaucoup de subventions, étant donné qu'il y a beaucoup de parties liées dans le problème, dans la situation actuelle, c'est difficile d'amener des solutions parce qu'il faut réussir à satisfaire aux demandes de tous les organismes qui sont compris. Si je pense à l'AMT et au CEM, des fois tu vas réussir à en plaire certains, mais à en déplaire d'autres. Donc, c'est des choix à faire. Des fois, s'il y en a un qui est insatisfait, la majorité ne l'emporte pas, puis il y a des bons projets qui vont être mis de côté. Pour ce qui est de la capacité maximale, qui est quand même assez limitée, je vous explique, l'aéroport de Montréal, dans le fond, est très belle, elle attire beaucoup de monde. Toutefois, la demande est beaucoup plus grande que la capacité actuelle pour l'aéroport, donc ça fait des embouteillages, puis c'est difficile d'y accéder, et il y a aussi des problèmes de stationnement. Donc, en plus des menaces, en plus des faiblesses que l'aéroport détient, il y a aussi une hausse des tarifs du trafic à Montréal. Donc, on parle de la congestion que par les gendarmes turcos, par la 20. Donc, tous les points d'accès qui se rendent directement à l'aéroport. Il y a une hausse importante du trafic et puis quelque part d'une perspective à long terme de plus ou moins 20 ans. Donc, c'est sûr que dans 20 ans, le taux des véhicules qui vont être sur la route va être plus élevé qu'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une menace à long terme. Le déplacement du site, dans le cas dédié que vous avez expliqué, c'est vraiment avoir une perspective en dessous de 30 ans. Donc, avoir une vision d'ensemble à long terme sous les 30 ans pour vraiment rentabiliser notre investissement que nous allons faire dans nos solutions prochaines. Comme opportunité, les parts de marché disponibles. Donc, parts de marché disponibles, on parle des taxis disponibles. Donc, toutes les pertes de profit qu'on peut faire. Je sais qu'on est une OSBL, mais les pertes de revenus potentiels par rapport aux taxis, par rapport au voyagement qu'on perd, par rapport aux limousines, par rapport aux services de transport en commun. Donc, toutes les pertes de profit net qu'on pourrait faire via les transports en commun. Ça, c'est vraiment une opportunité qu'on manque. Et puis, le marché montréalais qui est vraiment en pleine émergence comparativement à d'autres marchés, là, comparativement par exemple à Zurich, en Allemagne ou quoi que ce soit. Donc, c'est un marché qui est en pleine émergence, une bonne opportunité pour nous. Pour ce qui est des parties prenantes, c'est beaucoup de ministères. On va vous expliquer vaguement à quoi sert chaque ministère.
Ce qui est pour l'AMT, c'est l'Agence métropolitaine des transports. Donc là-dessus, on parle de tout ce qui est transport en commun dans la grande région métropolitaine. Donc les autobus qui partent de la rive sud, de la rive nord, et tout ce qui englobe les transports en commun. Ça, c'est vraiment une partie prenante importante. Le CMM, qui est le Centre métropolitain, le Conseil métropolitain montréalais, donc tout ce qui implique 82 municipalités ou 82 municipalités à l'intérieur de Montréal, c'est vraiment le CMM. Eux, qu'est-ce qu'ils viennent? Ils siègent sur le conseil d'administration pour vraiment apporter des nouvelles idées, apporter des nouvelles idées au conseil d'administration de l'aéroport. Le ministère des Transports, que ce soit gouvernemental, fédéral ou provincial, donc eux autres qui apportent des subventions. C'est ceux qui ont intérêt à siéger sur le conseil d'administration pour vraiment apporter les diverses subventions nécessites au projet. Et puis la STM, qui est le service de transport en commun de Montréal. On parle de métro, autobus et voies ferrées. Donc, il y avait plusieurs points au niveau de la problématique dans le problème, dans la situation actuelle de l'aéroport. Au niveau de la congestion, on parle de la congestion au niveau des voitures, des autobus, tout ça, avec les changeurs de secours, comme mon collègue l'a mentionné, c'est très difficile d'accéder à l'aéroport. Suivi des stationnements. Donc, les stationnements vont être bientôt en capacité maximale. Il faut trouver des solutions, il faut essayer de favoriser le transport en commun pour essayer de contrer ces problématiques-là. Le temps, on parle environ en moyenne de 100 minutes pour se diriger vers l'aéroport. Donc, pour une clientèle cible comme ceux qui font des voyages d'affaires, c'est une problématique majeure. Au niveau des coûts, on parle juste au niveau du taxi. C'est en haut de 40 $ pour un taxi pour aller à l'aéroport, qui pourrait être beaucoup diminué avec le transport en commun. Et finalement, la capacité maximale de l'aéroport, il faut être une problématique aussi à long terme qu'il va falloir tenir compte. Donc, comme je vous ai parlé au début de présentation, on a ciblé, moi et mon équipe, une zone cible. Dans le fond, il y avait trois zones qui avaient les passagers pour l'aéroport de Montréal. La zone densément peuplée, le centre-ville en tant que tel, les marchés intermédiaires, Laval, Longueuil, les environs, les zones exurbaines, Trois-Rivières, Québec, Sorel, Gatineau, Ottawa. C'était trois zones, trois groupes qui avaient les passagers de l'aéroport. On s'est plus concentré sur la zone densément peuplée. Le centre-ville, 32% des passagers viennent du centre-ville, donc c'est quelque chose de majeur. 9000 habitants, km², donc la solution qu'on va apporter va pouvoir desservir beaucoup de personnes. Et 38% des voyageurs sont des visiteurs. Donc, ils vont rester souvent dans la région de Montréal. En plus d'avoir ciblé une zone, on a aussi ciblé un voyageur cible. Le voyageur d'affaires, c'est 42% des passagers qui sont à l'aéroport de Montréal. Comme par rapport à la problématique, les voyageurs d'affaires, le temps, le coût, le transport, tout ça, c'est des problématiques qui vont jouer directement sur le voyageur d'affaires. La congestion, si le voyageur d'affaires peut économiser 20-30 minutes sur son transport, c'est déjà quelque chose un avantage déjà pour la solution. Un transport en commun va être favorisé justement au niveau du temps, au niveau du coût aussi. Et la rapidité qui va en même temps avec le temps, la congestion, tout ça. Donc, on y va avec l'option choisie. L'option choisie, on va vous expliquer principalement l'option qu'on a choisie en lien avec nos 4 problématiques, qui étaient la problématique du transport, donc enlever la congestion sur les autoroutes. Notre deuxième problématique qui était de diminuer le coût que ça nous coûte pour se rendre à l'aéroport. Notre troisième problématique qui était de diminuer le temps nécessaire pour se rendre à l'aéroport. Et puis, on a décidé de prendre l'option qui s'appelle non dédié. Non dédié, c'est bien simple, ça fait une halte. Dans le fond, ça part de la gare, et puis ça s'en va à la gare de Dorval. La gare de Montréal à la gare de Dorval. Ce trajet-là prend 22 minutes. Donc, c'est vraiment un trajet qui est efficace. Plus une navette qui va pourrait partir de Dorval, de la gare de Dorval jusqu'à l'aéroport en tant que tel. Donc, de cette façon-là, on empêche la congestion. Donc, toute ce qui est population qui s'en va dans l'ouest de l'île, ils pourraient prendre le train. Donc, c'est un train, j'ai oublié de le spécifier. Donc, un train qui partirait de Montréal, la gare de Montréal, jusqu'à la gare de Dorval. Ça augmenterait la fréquence des allées. Donc, on augmenterait le nombre de wagons qui se promènent de Montréal à Dorval. Et puis, le partage des investissements entre les parties prenantes, que je vous ai parlé des parties prenantes tantôt, donc ça serait avantageux de faire des partenariats avec l'AMT, avec la STM, avec le centre métropolitain pour vraiment aller chercher le maximum de bénéfices possible. Et puis, ça permettrait aux gens de centre-ville d'aller dans l'ouest de l'île, de se rendre chez eux. Donc, ça serait un train qui serait commun pour 2 unités, se rendre à l'aéroport et puis se rendre dans l'ouest de l'île. Pour le monde qui va aller à l'aéroport, on pourrait séparer
trains en 2 tiers pour le monde qui va dans l'ouest de l'île et 1 tiers qui s'en vont à l'aéroport. On pourrait adapter nos wagons directement avec une soute à bagages spécifique dédiée pour le monde qui s'en va à l'aéroport. Donc vraiment de faire une séparation entre le monde qui s'en va dans l'ouest, qui retourne travailler par exemple, et puis le monde qui s'en va à l'aéroport. Ça a le monde d'implication des parties prenantes. Donc plus que tu vas être impliqué, plus que le projet va être attirant. De cette façon-là, on augmente la valeur des propriétés. Puisqu'on crée une nouvelle gare, il y a un taux d'achalandage à Dorval, donc augmentation de la valeur de la propriété à Dorval, et puis augmentation de la valeur de la propriété d'un gare. Donc tout le monde de la banlieue va pouvoir venir, ça va être, la gare centrale de Montréal va comme être un lien de, comment dire, un lien d'appel pour pour aller à la gare de Dorval. Donc, puis ça crée aussi de la valeur, comme j'ai expliqué. Un investissement pour adapter les trains de bagages, ça c'est sûr que c'est un investissement à court terme à faire. C'est vraiment adapté, comme j'ai dit, séparer notre train en 2 parties. Donc le monde qui va à la gare, on a adapté, soit ça peut être une soute ou bien quoi que ce soit qui pourrait adapter les trains. Puis un itinéraire non dédié de l'aéroport qui s'en irait de la gare jusqu'à l'aéroport. Donc une navette que ça peut être aux 5 minutes, aux 10 minutes ou selon les planifications des trains d'arriver à la gare de Dorval. Donc, c'était notre stratégie non dédiée. On va vous expliquer pourquoi on a choisi cette stratégie-là plutôt que les 3 autres stratégies. Donc, tout d'abord, on vous a présenté la stratégie qu'on choisissait. Cependant, vous le savez, vous nous avez présenté plusieurs possibilités qui s'offraient à nous. Donc, pourquoi celle-ci? Pourquoi pas les autres? Bien d'abord parce que le financement est assez limité. On sait qu'on a quand même des bonnes subventions, mais on ne peut pas choisir tous les projets. Alors, il fallait statuer sur lesquels on voulait prendre. On a décidé l'autre. Parce que, je vais vous expliquer ici pourquoi on n'a pas choisi vos stratégies qui étaient l'aérotrain et l'autobus 747 qui existe déjà, mais je vais statuer un peu plus loin pourquoi. Donc, l'aérotrain, c'est 600 millions de dollars qui doit être investi en infrastructure. Donc là, on parle d'un investissement majeur qui demande vraiment des retombées économiques futures importantes, puisque si on ne réussit pas à obtenir suffisamment de rentrées plus tard, ça va être très difficile de rentabiliser ces 600 millions de dollars qui a été investi. Ensuite, 20 millions de dollars seulement pour les coûts d'exploitation annuellement. Donc, c'est important. En plus de réussir à rembourser de préférence les 600 millions de dollars qui nous a été attribués pratiquement par subvention, il faut réussir à surpasser le 20 millions de dollars pour réussir à rembourser une partie de ces 600 millions de dollars-là. Donc, on y est allé pour trouver le nombre de passagers, qui est de 12,5 millions de passagers qui font des allers-retours de Montréal à l'aéroport. On y est allé avec les chiffres qui nous étaient donnés dans le cas, donc 8% pour 1 million de passagers obtenus si on utilisait l'autobus. Ça, c'est des données qui nous étaient obtenues par le cas. Donc, si on faisait une règle de 3, on arrivait à une utilisation de 12 500 000 passagers. Donc, avec ce chiffre, on était capable d'utiliser le prix de vente que vous nous avez suggéré pour ce projet, qui était de 15 $ et lui appliquer une part de marché qui est située entre 10 et 15 % que vous nous avez aussi fait part. Donc, en faisant le calcul, on obtient 18,75 millions de dollars de revenus la première année en utilisant cette stratégie-là. Donc, comme je vous ai expliqué, c'est 20 millions de dollars qui doivent être encourus à chaque année, puis on effectuerait seulement 18,75 millions de dollars si la capacité qu'on suggérait avec 10 à 15 % était totalement utilisée, ce qui, toutefois, dans les cas réels, rarement arrivé, puisqu'on sait que c'est tout le temps une sous-utilisation de la capacité, au moins les premières années. Donc, en plus de ne pas arriver à notre coût d'exploitation, on ne réussira pas à rembourser notre 600 millions de dollars. On y est allé aussi plus loin. On a une échéance jusqu'à 30 ans. Dans 30 ans, il va peut-être falloir utiliser un nouveau site, puisqu'il va manquer de place. Donc, on a décidé d'indexer le coût de 20 millions de dollars pour savoir combien ça nous coûterait dans 20 ans. On est arrivé à 29,7 millions de dollars, et si on compare avec les 20 millions de passagers qui seraient utilisés avec l'augmentation prévue, on arriverait à 36 millions de dollars. Donc, dans 20 ans, en faisant la différence entre les deux, on arrive à seulement 3,6 millions de dollars qu'on réussit à obtenir. Donc, c'est vraiment insuffisant pour rembourser le 600 millions de dollars. Ça, c'est dans les meilleures conditions, puis si on considère que ça arrive dans 20 ans. Alors, en plus de ça, en plus d'être quantitativement pas la solution idéale, il y a des problèmes d'utilisation par rapport à la capacité maximale qu'une fois qu'elle est utilisée, bien qu'elle nous rapporte peut-être de l'argent, si le projet ne fonctionne pas et on doit se déplacer dans 20 ans vers l'autre site,
il va y avoir des problèmes puisqu'on ne pourra pas réutiliser ce projet ailleurs, puisque c'est un trajet qui va être utilisé seulement pour amener les gens à l'aéroport. Donc si on utilise un autre aéroport, il ne sera plus utile. Il y a des pertes de valeur de 5% pour le marché immobilier. Donc on a parlé tantôt du CMM. Donc eux sont vraiment impliqués auprès de la société, puis ils veulent justement développer l'économie du coin. Donc si on leur parle de perte de valeur de 5%, c'est certain qu'ils ne sauront pas apprécier la nouvelle. Puis pour toutes ces raisons, dans le fond, l'aérotrain n'est pas avantageux pour l'entreprise, évidemment. Mais là, ce que je vous suggère, qu'on a failli vous suggérer, dans le fond, c'est l'autobus 747. Dans le fond, ça, vous aviez parlé de créer des voies d'accès qui seraient réservées aux autobus. Alors, en ce moment, pour utiliser l'autobus 747 qui a déjà été instauré par l'entreprise, ça prend 45 à 60 minutes. Donc, c'est vraiment trop pour choisir cette option, puisque les gens, des fois, entre le taxi, payer un peu plus cher, puis s'assurer d'avoir leur taxi à eux, ils peuvent hésiter entre les deux. Mais on le sait, ça fonctionne actuellement, mais ça ne peut pas suffire à la capacité actuelle des embouteillements. Puis, dans le fond, ça ne réglerait pas le problème en tant que tel. Donc, en plus, les gens doivent faire une file à l'extérieur actuellement. Donc, lorsque c'est l'hiver, ce n'est pas très avantageux pour les gens qui doivent attendre au froid. Et il faut payer en comptant avec la monnaie exacte de 8 $, ce n'est pas tout le monde qui possède vraiment dans leur poche. Donc, aussi, le problème de congestion n'est pas réglé. Mais si on utilisait, par exemple, les voies réservées, ça ne réglerait pas nécessairement le problème, puisque ça créerait de nouveaux problèmes de congestion ailleurs. Puis, on s'entend créer des nouvelles voies, c'est vraiment très coûteux. Donc, ça nécessiterait des investissements majeurs. Puis, c'est une complexité technique qui demande vraiment beaucoup de temps et d'expertise. Donc, ça ne serait peut-être pas avantageux pour l'instant pour l'entreprise d'utiliser cette stratégie. Donc, pour ce qui est du budget et de l'implantation, alors, on vous a parlé tantôt d'utiliser le nom dédié. Alors, pour ce qui est du budget, bon, bien entendu, au début, il va falloir faire les soumissions, obtenir les subventions. On sait qu'on réussissait à obtenir 600 millions de dollars si on y allait avec les aérotrains. Donc, si on réussit à obtenir quand même une bonne proportion de ces 600 millions de dollars-là, on va être capable de financer notre projet qu'on veut mettre à terme, qui nécessiterait de construire des voies ferrées et d'aménager les wagons. Donc ça, avec 600 millions de dollars, c'est certain qu'on serait capable de faire ça. Et on aurait quand même suffisamment d'argent pour subvenir à nos déficits des premières années. Évidemment, quand on met une nouvelle stratégie sur le marché, ça prend du temps avec les gens se rendre compte de l'efficacité et décident d'utiliser ce moyen de transport-là. Donc les premières années, c'est certain que les revenus vont être inférieurs aux coûts, puis on utiliserait les subventions pour rembourser ce déficit des premières années. Alors, pour ce qui est du budget, au début, on a des entrées d'argent pour le projet, étant donné qu'on va obtenir des subventions. Ensuite, à moyen terme, bon, on utilise, comme je vous ai dit, la majorité de nos subventions pour mettre le projet à terme, construire les infrastructures. Puis, à long terme, il y a des possibilités d'augmenter le prix de vente. Une stratégie comme celle-là, c'est sûr que c'est attirant pour le consommateur. Il va vouloir l'utiliser si ça le permet de lui sauver une quarantaine de minutes chaque jour. Puis, il l'utilise très souvent si c'est des gens d'affaires, comme on vous a dit tantôt. C'est une très grande part de marché. Les gens vont peut-être offrir une surdose de clientèle pour notre projet en tant que tel. Donc, si on ne veut pas qu'il y ait trop de monde non plus, on pourrait augmenter le prix de vente, donc ça ferait diminuer la demande et tout serait équilibré. Pour ce qui est des perspectives d'avenir, on a parlé de faire une navette entre la gare de Dorval et puis l'aéroport Pierre-Trudeau. Donc, utiliser cette navette-là en créant des stationnements adjacents à cette navette-là. Donc, le monde de l'extérieur peut venir se stationner directement à côté de l'aéroport et puis prendre la navette tout simplement. Donc, c'est une perspective d'avenir. Desservir les autres zones. J'ai parlé tantôt, le mot que je cherchais, c'était relais. Donc, faire un relais entre les trains de banlieue pour les amener à la gare centrale et de la gare centrale irait directement à la gare de Dorval. Donc, faire un relais, desservir les autres zones, aller chercher l'autre clientèle cible que nous n'avons pas ciblée dans le mandat, qui était aux alentours de 15% de la population, des passagers total. Et puis, optimiser les voies ferrées, optimiser les voies réservées aux autobus, donc prioriser vraiment l'optimisation des voies, donc prioriser le transport qui se fait des passagers du centre-ville vers l'aéroport. Donc en conclusion, la solution qu'on a apportée va beaucoup viser la zone et le voyageur type qu'on a choisi. Donc c'est environ 15 à 20 %, que ce soit les voyageurs
Mais selon nous, on ne peut pas répondre à tous les voyageurs qui allaient utiliser l'aéroport de Montréal. Donc pour nous, c'est la meilleure solution. Nous sommes maintenant